le premier podcast OFA Lycée. Aujourd'hui, nous recevons Fabrice Jomont. Fabrice, bonjour. Bonjour. Alors, quand il n'est pas dans un amphithéâtre en train d'enseigner, de faire des conférences ou d'écrire, Fabrice Jomont est dans les rues de New York, d'un pas décidé, prêt à diffuser la bonne parole, celle du bilinguisme. Ce chercheur français, installé aux USA à la fin du XXe siècle, est convaincu que le XXIe siècle, pour paraphraser Malraux, sera bilingue ou ne sera pas. Son action laisse ébahi. On ne compte plus le nombre de programmes bilingues qu'il a parrainés en l'espace de 5 ans à New York City. Son dernier ouvrage, intitulé « La révolution bilingue », est un véritable best-seller, traduit en 7 langues. À la fin de 2019, Fabrice Jomont décide de rejoindre le conseil consultatif d'OFA Lycée, premier lycée franco-américain en ligne. Nous l'avons rencontré pour évoquer ce dernier ouvrage. Et aussi, donc, ça sera ma première question. Qu'est-ce qui vous a décidé à parrainer OFA Lycée? Eh bien, bonjour, merci de m'accorder ce premier épisode et cette question, parce que déjà, hormis le plaisir de retrouver des vieilles connaissances et de rejoindre ce merveilleux projet, j'ai été surtout animé par votre esprit révolutionnaire. Dans ce sens, et c'est celui-là qui m'habite depuis longtemps d'ailleurs, c'est que vous êtes en train de changer la donne et de proposer aux familles, et j'en fais partie, une solution qui à la fois est adaptée, accessible et puis attendue. Il y a tellement de familles dans mon cas, par exemple, qui ont besoin de savoir que cette option existe. Et c'est là où, voilà, n'écoutant que mon cœur, j'ai trouvé irrésistible l'envie de prendre l'appel de Géraldine. Très bien. Et puis voilà, je suis là. Géraldine, si tu veux intervenir. Je n'hésiterai pas. D'accord, très bien. Parce que cette action, entre guillemets, cette action bilingue et cette révolution dont vous parlez dans le livre, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il s'agit d'une révolution? Alors, peut-être pas au sens révolution française ou révolution américaine, mais quel sens du mot révolution Elle n'a pas vous fait de victime. avez choisi? Elle n'a pas fait de victime. Enfin, je ne crois pas. La révolution qu'on mène finalement, elle est contre le monolinguisme, dans ce sens qu'elle, surtout dans ce pays, les États-Unis, mais on peut certainement la transporter dans d'autres pays, mais on essaie finalement de tordre le cou au monolinguisme et au système monolingue. Et dans ce sens, c'est une révolution parce qu'il faut quand même changer les esprits et puis retourner sur certaines valeurs, certains principes qui font que les parents, voilà, c'est comme ça que j'explique ma vision et mon idée, c'est que les parents sont au centre du changement. Et ce sont les parents qui finalement, en faisant pression sur les directeurs, les directrices d'école ou les districts ou les comités communautaires et autres, font qu'on reparle de la possibilité de faire des programmes bilingues. Alors ça a existé dans ce pays, ça existe depuis le XVIIe siècle, l'éducation bilingue. C'est juste que depuis à peu près, j'allais dire... Voilà, alors quel est le changement? Quelle est la différence ouais. avec le bilinguisme dont les États-Unis ont plus ou moins toujours été Disons qu'il y a eu, porteurs? dans les années 60-70, une transformation, il y a le Bilingual Act au niveau fédéral qui a fait que on allait créer des programmes bilingues dans ce pays de manière industrielle, j'allais dire, c'est-à-dire que chaque État allait le faire. Et ça, c'est né d'une campagne menée par des parents et des éducateurs. D'ailleurs, c'était un procès, parce que tout ici dans ce pays part de procès. Oui. Et de batailles juridiques avant tout. Et ce sont Un procès au départ, oui. Toujours, oui. Et c'est le cas, le cas célèbre de Lau versus Nichols, qui a eu lieu à San Francisco avec la communauté chinoise qui demandait, qui exigeait d'ailleurs des systèmes éducatifs. C'est un procès, un cas très très connu
qui vient de la Lao de San, versus Nichols. qui vient de San Francisco, où ce sont les Chinois qui se sentaient Oui. exclus du système. Et donc, pour des raisons d'équité avant tout, ils ont obtenu gain de cause, ils ont exigé des écoles publiques qu'elles proposent des filières bilingues, c'est-à-dire qu'on puisse en tout cas permettre aux locuteurs du chinois, de la communauté chinoise, de parler et d'apprendre anglais au même titre que le chinois. Donc c'est de là que c'est parti. Et ça a été suivi aussi par les portoricains à New York, qui ont fait le même bruit, qui ont lancé des procès et qui ont permis à ce que la ville de New York se mette également à produire des programmes bilingues depuis les années 80. Malheureusement, tout ça, c'est un petit peu tourné contre ces familles parce qu'on a perdu le sens de l'éducation bilingue entre temps. Ça s'est restreint, ça s'est limité à l'enseignement de l'anglais aux immigrants. Et souvent, la confusion dans les écoles publiques, c'est ça, c'est qu'on retrouve l'éducation bilingue ne servant que cette fonction-là, qui est d'enseigner l'anglais aux nouveaux arrivants. Alors que Donc voilà, ils ont gardé le mot bilingue, ils l'ont restreint aux primo-arrivants. Ça a même pris une connotation négative en plus. Ce qui a pas et puis c'est destiné à assimiler l'élève à une autre culture que la sienne, à l'intégrer dans. Voilà, on prenait des enfants monolingues dans leur langue, en espagnol, en chinois ou autre, et on les transformait en enfants monolingues en anglais, en passant par un processus de transition bilingue. Alors voilà, le résultat, c'est qu'on arrivait à un monolingue, quoi qu'il arrive, et on détruisait, on éliminait, on effaçait la langue et la culture aussi de l'enfant. Et beaucoup de traumatismes là-dessus qui ont été détectés. Donc là, la révolution, elle est là. En fait. La révolution, elle arrive à un autre stade. Les plus récentes, c'est juste le fait que c'est d'expliquer aux gens que c'est bien d'être bilingue, c'est pas un problème, c'est pas un tabou, c'est pas quelque chose de mal, pas quelque chose qui réduit le quotient intellectuel des enfants ou qui va ralentir leur vocabulaire ou des choses comme ça. C'est juste expliquer que c'est quelque chose qui est bénéfique, qui a des avantages. Et c'est une question, donc nous qui sommes entre guillemets tous éducateurs d'une manière ou d'une autre, on est tous plus ou moins convaincus des effets du bilinguisme, mais pour quelqu'un qui a toujours été élevé en monolingue et dont les enfants vont en monolingue, est-ce qu'on pourrait très rapidement citer les effets même cognitifs, enfin les bienfaits du bilinguisme, comme ça en quelques mots? Il en existe des tonnes et je pense qu'on en trouve de plus en plus. Les chercheurs, il y a eu une période récente où chaque mois à peu près, on lisait dans la presse que le bilinguisme avait tel ou tel avantage. Alors c'est devenu assez marrant à regarder parce que, à en croire toutes ces études, on devenait des génies à être bilingues, ce qui est peut-être vrai, mais les enfants bilingues avaient déjà plus de facultés pour comprendre la langue, les langages, apprendre d'autres langues. Ça, c'était quelque chose que finalement on savait un peu, qu'on imaginait. Mais ça s'est démultiplié au niveau, par exemple, des mathématiques, de la résolution de problèmes, que les enfants bilingues arrivaient à résoudre plus facilement certains problèmes mathématiques aussi. Ce qui faisait d'eux, et ça a été démontré sur des tests standardisés, que des enfants bilingues réussissaient mieux, par exemple, à des tests d'État, des tests standardisés en mathématiques et en langue aussi. Voilà, et les deux tests principaux qu'on retrouve dans les États, c'est l'ILA et maths. Finalement, les scores des enfants bilingues étaient d'une même classe ou d'une même école que les enfants monolingues étaient supérieurs. Du coup, oui, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant parce qu'il y a un effet de la langue sur les mathématiques. La langue, qui est avec nous, ce qui se passe dans le cerveau, c'est cette gymnastique du cerveau, ce va-et-vient entre les deux langues qui fait qu'on on est en train de muscler notre cerveau d'une manière telle que on est plus efficace, plus rapide dans la gestion de certains problèmes ou dans la résolution de certains problèmes. Et ça, c'est quelque chose qui, dans le domaine académique, finalement, se retrouve sur des tests simples comme cela. Mais ça, c'est des bienfaits académiques, mais il en existe
bien d'autres et des plus importants, je pense, que cela. C'est surtout, moi, ce que je remarque, et qu'on en parle de plus en plus, mais c'est tout ce qui est l'empathie, tout ce qui est vraiment sur l'émotionnel et le social. Et qu'un enfant qui est bercé dans ces deux langues, même trois langues ou plus, il a aussi une compétence, une habilité à mieux comprendre, à mieux cerner les autres et les autres cultures, les autres différences. Et ça, cet aspect-là, socio-émotionnel, pour moi, il est très riche. Et il a des conséquences sociales que j'explique dans mon livre. Ça a des effets sociaux dans le sens où donc, l'exemple que je présente dans mon livre, mais aussi dans mes conférences, c'est le fait que dans les salles de classe à New York en particulier, dans les écoles publiques à programme bilingue, on met dans la même classe deux groupes linguistiques qui vont apprendre l'un de l'autre. C'est le modèle 50-50 de dual language, le double langue. Ouais. Et donc, les enfants apprennent les uns des autres déjà. Donc, ils apprennent pas seulement la langue, mais ils apprennent aussi à se comprendre, à s'apprécier, à apprécier la culture des uns et des autres, à se respecter, à se tolérer. Donc finalement, on n'est plus dans juste quelque chose de linguistique, on est dans une approche, une Une pédagogie interaction sociale. qui fait qu'on est en train de générer plus de tolérance, de respect mutuel, de paix aussi. Et ça, je crois que c'est moi ce qui me motive et c'est là où il faut faire la révolution parce que c'est tellement important finalement que nos enfants, les futurs citoyens du monde, deviennent des citoyens multilingues du monde et non pas des citoyens monolingues parce que justement pour ces compétences empathiques. Mais ça, Tout à c'en fait. est d'autres. Il en existe certainement plein d'autres. J'avais Et ce vu qui est, au ce qui est- niveau... Oui, pardon. ce qui est intéressant comme révolution, c'est qu'elle est organique et pacifiste, noble et non violente. Oui, C'est- complètement. Elle est non violente et elle est... dans un sens, elle est très, je vais utiliser une phrase très française, elle est bottom-up. C'est-à-dire ouais. elle part de la base, elle part des communautés, elle part des familles, elle part des parents, ce qui est complètement différent dans certains systèmes où tout Oui. est centralisé, tout est géré d'en haut. Là, c'est l'inverse qui se passe. Pour mettre cette révolution en marche, entre guillemets, comment tu réussis à finalement lier l'infrastructure avec la superstructure, à faire en sorte que l'administration accepte de venir à la rencontre des parents, des familles et de ce besoin? Ben, déjà, il y a un travail de sensibilisation des parents, puis d'éducation des parents. Après, aussi de Hmm. l'éducation des éducateurs, ça, je peux en parler aussi. Mais Oui. le fait de fournir aux parents des ressources, des outils, de les accompagner aussi, et de leur montrer le chemin, en quelque sorte. Parce que dans mon livre, j'ai un chapitre entier qui s'appelle The Roadmap, hein, la Mhm. carte routière, Ouais. en fait. Et à la fin du livre, elle est même détachable, puisque on l'a rendue concise pour qu'elle soit Ouais. utilisée. Et là, on est en train de la mettre comme le livre est traduit aujourd'hui en 10 langues, on est Ah, en 10 train de la langues. détacher pour que ça soit mis sur Internet et que ça soit diffusé, etc. Mais c'est une des manières de le faire, c'est-à-dire de Et qu'est-ce fournir qu'on trouve sur une cette espèce carte? bah, on trouve les étapes qu'il faut que d'autres parents ont suivies. Donc c'est une carte qui a été écrite par des parents pour des parents. Donc ça permet Mhm. aussi de transmettre les leçons qui ont été voilà, apprises par des parents qui ont monté des filières bilingues. Et donc ça permet de gagner du temps aussi. Et le fait de la rendre accessible en 10 langues, c'est aussi démocratique, c'est le fait qu'elle puisse être utilisée dans toutes les communautés et pas que aux États-Unis. C'est ça aussi que je suis en train de Et oui, constater. donc c'était l'une de mes autres questions. C'est Oui. donc si aux États-Unis il y a une sorte de terreau fertile pour l'éducation bilingue, puisque c'est bon, aux États-Unis une terre d'immigration, est-ce que tu retrouves le même accueil ailleurs que aux États-Unis? Alors, il y a des tas de choses incroyables qui se passent auxquelles je ne pensais pas quand je me suis lancé dans l'écriture de ce livre.
Et là, par exemple, le livre a été publié en arabe en novembre. Et je suis Ah, allé incroyable. le présenter aux Émirats, au Salon du livre de Sharjah. Et, il marche très bien en arabe dans la région du Golfe et au-delà. Et j'ai eu un dialogue avec les familles, les parents des Émiratis qui me disaient, mais nous, notre peur, c'est que nos enfants ne nous parlent plus arabe. Alors, il faut comprendre la société émirienne, c'est qu'il y a Il leur de parle l'anglais anglais? un peu partout. Mais les enfants, finalement, se Oui. disent pourquoi parler arabe, puisque de toute façon, on parle anglais, tout le monde parle anglais, etc. Et là, c'est devenu une peur de parents. Et c'est un petit peu la même peur que à Brooklyn, là où j'habite, les parents ont la peur que les enfants ne leur parlent plus la langue de la maison. C'est cette peur qui permet aussi d'être transformée, d'être canalisée en énergie et qui fait qu'ensuite les parents se mettent à être plus entrepreneurs et se mettent aussi à démarcher leur communauté, rassembler autour d'eux d'autres parents et ensuite de là naissent des initiatives comme celle-là de Révolution. Parce qu'à un moment donné, vous citez dans le livre cette phrase de François Grosjean qui suggère, enfin je le cite, que la capacité de parler plus d'une langue n'est pas qu'une aptitude linguistique. Et selon lui, le bilinguisme, et vous êtes d'accord, constitue une véritable identité. Et est-ce que donc derrière cette peur de perdre sa langue ou la langue qu'on transmet à ses enfants, il y a aussi la peur d'une perte d'identité? Il y a Et est-ce qu'elle est justifiée? il y a beaucoup de parents qui me disent, et je m'identifie dans ce groupe, hein, parce que j'ai des enfants et deux filles qui vont dans un programme double langue, dual language à Brooklyn. Et pour nous, comme pour ses parents, ce serait terrible que nos enfants ne soient plus nos enfants. C'est Oui. là où c'est un sentiment très, très brut hein, de le dire, mais je pense que pas mal de parents vont le comprendre. C'est Mhm. le fait de les perdre dans une autre culture, même si, bien sûr, on ne les perd pas vraiment et qu'on se retrouvera toujours. Mais moi, je ne veux pas que mes filles, le dimanche, sur Skype, ne puissent pas parler à mes parents en français. Je veux pas que, voilà, je veux qu'à Noël, j'espère qu'on continueront à leur envoyer des cartes postales en français pour leur souhaiter. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et ça, Donc il y a c'est basique, ce lien avec la famille. c'est brut, mais c'est ressenti par toutes les communautés. C'est ce lien Oui, familial. donc même derrière l'identité, il y a celui de l'appartenance à une civilisation, à Oui, un clan, un oui, groupe, un ça groupe. commence par la famille, mais ça va plus loin, bien sûr. Ça se retrouve après dans les activités entre amis, les anniversaires, les fêtes, où les gens veulent se retrouver. Après, l'école, pour moi, c'est essentiel parce que c'est l'endroit où on se retrouve aussi dans la communauté des locuteurs. Voilà, pour mon cas, ce sera le français, mais l'école, elle permet d'apporter ça, mais elle permet surtout d'apporter des choses que la famille ne peut pas apporter. Et il y a des tas d'exemples, hein, mais le fait de pouvoir mettre son enfant dans un programme bilingue ou d'avoir une formule comme la vôtre, ce sont des choses qui ne se passeront pas dans la famille. Moi, je ne peux pas enseigner la photosynthèse à mes enfants en français. Non, bien sûr. C'est au-delà de mes forces et j'ai besoin de l'école pour le faire. Alors, Ou est-ce qu'il y a différents niveaux de bilinguisme? Je dirais presque en termes de qualité. déjà, comme le disait François Grosjean, il n'y a pas de bilingue parfait. Le bilinguisme, Mhm. finalement, d'être parfaitement bilingue, ça, c'est des choses qu'il faut expliquer aussi aux parents, démystifier un petit peu. C'est que ça fluctue en Ça fonction du fluctue. contexte, en fonction de l'utilisation qu'on a de la langue, on fluctue. Et c'est pas grave, il faut pas se prendre la tête avec ça. Moi, ma fille, elle parle souvent plus en anglais parce qu'elle aime ça et parce que ses copains parlent en anglais, mais ça n'empêche pas elle a les bases, elle a tout ce qu'il faut pour le faire en français. Après, il faut juste arriver à que ça soit un plaisir. Dans mon podcast Révolution bilingue, que j'anime avec le journal French Morning, il y a pas mal de personnes qui parlent de ça, du plaisir à parler les langues.
Et je pense que c'est important de ne pas s'en séparer, cette notion de plaisir, de bien-être. Parce que si c'est une tare, si c'est vraiment stressant de maintenir le bilinguisme, C'est impensable. les enfants s'en iront de là, c'est évident. Finalement, donc, entre le moment où vous avez commencé votre action et aujourd'hui, donc avril 2020, vous êtes content de ce que vous avez accompli, du trajet qui a été fait toutes ces Moi, années? je suis surpris et émerveillé chaque jour, parce que parfois je reçois des messages et au début, enfin, tout a commencé pour moi il y a bien plus longtemps, mais mon passage à Boston a été formateur parce que après avoir dirigé un établissement scolaire sans vraiment trop savoir Oui. comment le faire, je me suis retrouvé à New York avec des tas de parents qui me disaient mais nous on a besoin de solutions, on a besoin de finalement Mhm. de là est née une attitude à créer des solutions pour les parents qui fait qu'au fur et à mesure, eh bien, ça a servi les Français, puis ensuite des parents russes sont venus me voir, des parents japonais sont venus me voir, des Allemands, des Italiens, des Grecs, des Coréens. Tout ça, pour moi, j'avance de surprise en surprise. Mhm. Et aujourd'hui, on me dit que parce que mon livre existe en espagnol, il est utilisé au Pérou pour faire des programmes bilingues entre quechua et espagnol. Après, Ah, j'entends génial. dans certains pays, c'est comme ça, les gens s'approprient cette approche Oui. de révolutionnaire Mhm. et l'adaptent, ce qui est parfait, et puis le mettent ensuite à leur profit. Donc, je reste un peu ouvert à tout ce qui va arriver. Je pense qu'il y a encore plein de choses qui vont arriver à moi dans ce sens où je sais que j'ai mis le doigt finalement sur Bien un sûr. nerf, sur quelque chose qui fait que Et si cette appropriation, euh, puisqu'elle ne passe pas véritablement par le haut de la pyramide, mais qu'elle vient du bas, comment on la finance? C'est pas... là, l'approche ici, elle est faite à partir des écoles publiques. Et donc, ce financement, si vous prenez une classe de moyenne section monolingue et une classe de moyenne section bilingue, en termes de budget, il n'y a pas une énorme Mhm. différence. D'ailleurs, il n'y en a quasiment pas, si ce n'est peut-être Ouais. qu'il faut acheter un peu plus de ressources dans la langue cible et former l'enseignant un peu plus, ou avoir Ouais. deux enseignants côte à côte qui s'échangent. Mais budgétairement, pour un système public, ça ne coûte pas plus. Ça ne coûte pas plus. La Ça, c'est seule pas... chose qu'on est en train de changer, c'est qu'on est en train de switcher, de changer la classe monolingue en classe bilingue. Et je pense qu'en termes de système et de développement de masse, et c'est ce qui se passe d'ailleurs en Utah, l'Utah est l'État actuellement qui développe le plus de programmes bilingues aux États-Unis. Ils sont leaders dans ce domaine avec des centaines et des centaines de programmes dans les écoles publiques de cet État, en chinois, en espagnol, en français, en russe, en allemand. Des centaines de programmes qui sont ouverts. Je crois qu'ils sont même maintenant à près de 300 programmes, 300 filières bilingues ouvertes 100. en Oh. Utah et dans plusieurs langues, avec une volonté cette fois étatique et de créer des citoyens multilingues qui seront bien sûr plus compétitifs. Et le but, c'est surtout un but avant tout économique qui est né d'une volonté du gouverneur qui voulait sauver son économie, l'économie de son État, et D'avoir un atout. d'avoir un atout sur lequel miser dans les 10 prochaines années. Et c'est ce qui est en train de se passer. Mhm. Et donc, si on devait identifier les prochains défis auxquels va être confrontée cette révolution bilingue, Bah, est-ce qu'elle a des ennemis? Est-ce qu'elle a des opposants? oui, elle a toujours des ennemis, dans le sens où on trouve toujours, et même en position de pouvoir d'ailleurs, des personnes Mhm. qui trouvent que c'est inutile, que c'est une perte de temps, d'argent de créer des programmes bilingues et que l'anglais suffit. Et puis ça, c'est pour ça qu'il faut continuer le combat. Et ça, on en trouve dans C'est pour pas ça qu'il mal faut se d'endroits, battre. même dans les grandes villes, on en trouve, même à New York, je tombe souvent sur des leaders de systèmes scolaires pour qui ça n'a aucun Ils ne sens sont de pas faire convaincus ça. encore.
Donc là, c'est un des gros problèmes qu'il faut continuer à abattre, même dans certains pays que je ne citerai pas. Il faut aussi arriver à changer certaines mentalités. Mais le défi le plus immédiat pour moi, c'est celui des enseignants, de pouvoir trouver, parce qu'on a besoin finalement d'enseignants très qualifiés, très motivés, capables de faire ce travail en 2 langues. Et malheureusement, dans le monde, il y a de moins en moins d'enseignants qui s'intéressent à ce genre moins d'individus qui s'intéressent à ce genre de métier. Et c'est ça qui est un vrai défi, je pense, pour nous tous. Vous préparez un nouvel ouvrage? Oui, j'en ai un autre d'ailleurs qui reprend une interview de François Grosjean. C'est un livre qui s'intitule Conversation sur le bilinguisme. Donc avec François Grosjean que j'avais très intéressant. Il y a 4 ans à New York, mais j'ai aussi Hélène Bialystok, Anna Inés Ansaldo sur le cerveau, j'ai Christine Hello, Ophélia Garcia, bref, toutes ces personnes que j'ai croisées ces dernières années, avec qui j'ai passé du temps et que j'ai interviewées, soit en public, soit en privé. Donc j'ai voulu faire un livre comme ça, pour amener ça aussi aux parents, leur dire, en essayant d'expliquer ces grands penseurs. Voilà. Très bien. Alors, je me tourne vers mes collègues. Est-ce que vous avez des questions pour Fabrice? C'est le moment ou jamais. Oui, Fabrice, moi, je voulais juste savoir, puisque, bon, il faut toujours voir grand, à l'échelle nationale, là maintenant, par État, il y a ce mouvement de Seal of Biliteracy. Donc, comment… Qu'est-ce que c'est ça, ce mouvement-là, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas? Bon, ça fait, alors je dirais au moins 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus quelle était la date de départ, mais le Seal of Biliteracy, c'est une reconnaissance qui est donnée, et c'est par État, à des élèves qui ont atteint un niveau donc, de literacy, donc de compréhension, de manipulation de la langue à un très haut niveau. Et donc, ils ont cette reconnaissance qui est donnée par leur professeur. Et sur leur high school diploma, par exemple, il est mentionné, ou dans leur, à la fin du lycée, comme quoi ils ont atteint ce niveau de compétence dans une autre langue que celle qu'en anglais. Donc, et là, pour l'instant, on est par État. Et le mouvement a pris, je n'ai pas regardé les derniers chiffres, mais ce mouvement a pris dans quasiment tous les États. Je ne sais pas lesquels sont encore à la traîne. Comment ce style finalement, qui n'est pas exactement justement tout ce que vous faites, Fabrice, dans le développement des programmes bilingues, mais est-ce qu'on ne peut pas le mettre justement à un niveau de l'État ou national, ce serait l'idéal, de faire reconnaître que c'est comme si c'était une sorte de parcours incontournable finalement pour n'importe quel futur étudiant américain, peu importe sa nationalité, peu importe sa langue, qu'il ait cette reconnaissance bilingue et que ce soit reconnu. Parce que moi, je vois ce développement, donc je ne sais pas quel est votre point, quelle est votre vision, peut-être même implication, je ne sais pas, dans ce mouvement de Seal of Biliteracy. Oui, je suis impliqué dans certains projets comme celui-là et j'ai d'autres amis qui essaient de fédérer le SIL au niveau fédéral parce que pour l'instant, c'est chaque État. Alors, chaque État ensuite essaie de voter. C'est tout un débat parlementaire pour accepter ou pas le fait d'avoir cette validation sur les bulletins de notes des élèves qui terminent le lycée. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de l'avoir parce que ça valide un parcours scolaire. Il y a pas mal d'enfants qui le suivent, pas beaucoup, hein. Ça reste encore assez modeste, mais c'est toujours utile d'avoir cette validation qui est, après l'enjeu, c'est que ce soit reconnu par les universités et les employeurs, parce que sinon, ça n'aurait pas de sens. Donc, c'est encore un peu quelque chose qui doit être développé, c'est cette reconnaissance après l'école, à l'extérieur de l'école. Mais déjà, c'est bien que ça existe, c'est important que ça existe. Et de mon point de vue, on peut aussi le faire valider cette éducation avec d'autres choses, comme les baccalauréats qui existent. C'est une autre manière de valider cette éducation. Alors, il y a certes le baccalauréat français, il y a le baccalauréat international, il y a d'autres formules. Maintenant, pour moi, il faut arriver à trouver celle qui marchera le mieux au niveau des écoles
dont je parle dans mon livre, et c'est de voir ce qui est applicable, ce qui est accessible. C'est toujours la question aussi de l'accès. Mais ce phénomène des SEAL, c'est une bonne nouvelle. C'est l'inverse qui me serait plus difficile à accepter, que rien ne se fasse, alors qu'on sent bien qu'il y a dans ce pays, il y a une réaction. Les gens commencent à comprendre les bienfaits du multilinguisme. Et c'est devenu presque un peu mainstream. Hein, les familles de classe moyenne maintenant ont compris. Alors, il y a certainement des États où ce n'est pas encore le cas. Hein. Ça, c'est sûr. Il y a des tas d'États où on est encore il y a 30 ans. Mais... Je viens de regarder, oui, c'est 2011, donc ça fait, voilà, on est presque à une décennie. Mais on reste dans un aspect qui est incomplet, donc du bilinguisme tel que nous on l'entend, ou tel que vous aussi vous l'entendez, c'est-à-dire qu'on reste dans la langue. On n'est pas dans la culture, on n'est pas dans un parcours qui est beaucoup plus large, quoi. Ça, on est dans une c'est la langue parce que technique, il faut démontrer son habilité dans la langue, et puis ça, c'est uniquement ça. Mais c'est quelque chose qui peut venir en dehors d'un parcours bilingue. D'ailleurs, il y a pas mal d'enfants qui le font sans avoir jamais mis les pieds dans un parcours bilingue. C'est juste qu'il faut répondre à certains critères, remplir un dossier, avoir un portfolio, être interviewé. Et ensuite, on a cette validation. C'est une bonne chose. J'ai participé à quelques jurys et c'est bien de voir les enfants finalement acceptent le défi et ça leur donne un but, le fait d'avoir ça. Sinon, c'est la question de la motivation, comment les garder dans ce processus et qu'est-ce qu'ils peuvent en tirer à la fin. Ça, les familles réagissent énormément à ces questions-là. Si je puis me permettre, on revient un peu à cette différence entre est-ce que être bilingue, c'est être biculturel nécessairement. On peut avoir l'accès à la langue sans épouser la culture. Comme ça, c'est encore François Grosjean a beaucoup d'influence sur Olivier, c'est parfait. Mais c'est une personne à inviter lors du prochain épisode. Je pense qu'il accepterait de vous parler. Ah oui, ça serait un grand plaisir. Il est formidable. Et je crois qu'il lui répondrait mieux à ces questions-là. Quelqu'un de bilingue est-il automatiquement quelqu'un de biculturel ou pas? Je voudrais juste rajouter que finalement, ce qui a fait l'identité nationale et culturelle de chaque pays, c'est fait par la langue, que ce soit le français, l'allemand, l'italien, l'anglais. C'est quand même la langue qui a fédéré des nations. Et comme beaucoup d'écoles, pas toutes, mais beaucoup d'écoles dites internationales ou pas, veulent shape global citizens. Ça veut dire qu'on veut une identité qui est globale, donc elle ne peut pas reposer sur une langue, une seule par définition. C'est-à-dire que si on a une identité nationale, on garde, mais si on veut développer cette identité globale que l'on voit, il y a une nécessité de plus un, quoi. C'est langue plus un ou langue plus deux ou plusieurs langues. C'est comme un effet finalement qui devrait être naturel, mais qu'il faut encore expliquer, comme vous dites Fabrice, qu'il faut expliquer et redire et éduquer que c'est une nécessité finalement. Oui. J'explique ça, enfin, j'ai déjà eu une conversation assez intéressante et étrange à la fois avec les organisateurs de la francophonie. C'est le grand ensemble de nations qui partagent le français. Oui. Pour moi, la question que je leur pose assez régulièrement, c'est la francophonie, finalement, ne peut pas être vectrice de monolinguisme. Sinon, ça n'a plus de sens. Oui. Et c'est là où être francophone, c'est aussi accepter les langues des autres. Au nom d'Ofalicé, Fabrice Jaumont, nous vous remercions pour votre temps et puis pour tout ce que vous avez pu partager avec les youtubeurs et les spectateurs YouTube. My pleasure, my pleasure. Et en tout cas, nous vous réinviterons au moment de la parution du prochain livre. Ça a l'air passionnant, là, tous ces entretiens et ces portraits croisés. Avec plaisir. En tout cas, bonne chance à vous. Je vous suis de près et je vous applaudis des 2 mains, des 3 mains, s'il y en avait une troisième. Bon courage, tenez bon et merci beaucoup. Bonne chance. Merci Fabrice, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à l'équipe d'ofalicé.org.